Big All Shane, regardez la taille du colis s'il vous plaît. Ça je me souviens, j'ai pris juste pour le packaging mais je sais même pas ce qu'il y a dedans. Ces marques sont les championnes d'un modèle de consommation effréné, à peine repéré, vite acheté, à peine porté, vite jeté. De manière générale, on se rend compte que c'est beaucoup plus avantageux pour une marque de produire mal que de produire bien. On va vers un environnement où en fait il ne restera plus grand-chose entre le low cost et le luxe. H&M pour vous, c'est de l'ultra fast fashion ou c'est de la fast fashion? Zara et H&M, ils sont implantés dans notre pays maintenant depuis de très nombreuses années. Ouais. C'est pas eux. Donc faut pas y toucher. C'est pas eux qui perturbent le marché. Si on n'a pas une loi qui pénalise le modèle de la fast fashion, on va vers un monde où il ne restera plus sur le secteur que des entreprises aux pratiques délétères. L'ordre du jour appelle la discussion après engagement de la procédure accélérée de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Certaines ONG considèrent que c'est quand même aussi dangereux parce qu'ils ne respectent pas des critères environnementaux. Lesquels? La question, c'est d'orienter les marques et les entreprises vers des pratiques qui sont plus justes. Parce que toutes seules, naturellement, elles ne le font pas. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une loi qui est en cours d'examen qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie du textile? Chaque article que vous commanderez peut avoir jusqu'à 10 € de taxes dans les prochaines années. 10 €? Non, c'est trop. Moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent interdire ou taxer. Je fais partie des gens qui disent qu'il faut transformer nos modèles. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le texte a été modifié en commission du Sénat et vidé de son contenu. C'est vraiment un réflexe de feignant de considérer que quand il y a un problème, il faut faire une taxe. Là, on est en train d'inventer une TVA sur les produits des plus pauvres. Moi, je trouve ça assez dégueulasse. Je m'appelle Julia Faure et je suis la cofondatrice d'une marque de vêtements et je suis aussi la coprésidente du mouvement Impact France, qui est une association d'entreprises qui cherche à réconcilier la performance économique des entreprises et l'intérêt général. On a beaucoup travaillé effectivement pour qu'il y ait une régulation du secteur textile, pas pour rien, hein, c'est parce que le secteur souffre du développement de la fast fashion. Face au constat des impacts de la fast fashion sur différents aspects, mais notamment les aspects économiques en France, c'est la députée Anne-Cécile Velan du parti Horizon qui a fait une proposition de loi visant à réguler le secteur et qui s'appuie sur deux gros piliers. Un, l'interdiction de la publicité pour les marques d'ultra fast fashion, c'est Shein et c'est Temu dont on parle beaucoup. Et deux, des primes pénalités pour les entreprises en fonction de l'impact écologique de leurs vêtements. Donc, la députée a travaillé avec tous les partis politiques et elle a réussi à deux choses assez impressionnantes. C'est d'avoir un texte de loi qui soit ambitieux, c'est-à-dire que s'il passe, il peut vraiment transformer le paradigme de l'industrie textile. Et la deuxième chose, c'est que ce texte soit voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le texte a été voté à l'unanimité en mars 2024. Votant 146, exprimé 146, majorité 74, pour 146, contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Cette loi, elle est importante parce que actuellement, les entreprises qui prennent le plus de parts de marché dans le secteur textile sont celles qui ont les pires pratiques. Par exemple, si Shein arrive à gagner énormément de parts de marché parce qu'ils acheminent les colis par avion, alors que normalement ça se faisait par bateau, ce qui est beaucoup plus polluant. Le développement de la fast fashion s'appuie énormément sur l'utilisation de polyester. Donc actuellement, c'est environ les 2/3 des fibres textiles utilisées dans le monde, c'est du polyester qu'on utilise, avec toutes les conséquences en termes de microplastiques qu'il peut y avoir. Quand vous avez un vêtement en polyester, avec le temps, vous voyez que les filaments du fibre du vêtement se sont abîmés et ces nanoparticules sont bien allés quelque part. En fait, ils sont simplement allés soit dans l'air, soit dans votre organisme par les pores de votre peau. De manière générale, on se rend compte que c'est beaucoup plus avantageux pour une marque de produire mal que de produire bien. C'est beaucoup plus intéressant d'aller produire au Bangladesh, là où les gens sont mal payés, plutôt que de faire fabriquer en France. Les exportations de vêtements ont plus que doublé au cours de la dernière décennie. Aujourd'hui, ce secteur emploie plus de 4 millions de personnes. L'enjeu est énorme pour ce pays qui doit présenter au monde une image de fiabilité et de conditions de travail sécuritaires dans l'industrie du vêtement. C'est tout simplement moins cher de faire mal. C'est ce que nous, on appelle au mouvement Impact France la prime au vice. On dit qu'il y a un avantage compétitif à mal faire pour les entreprises. Et sans régulation, en fait, on va vers un secteur économique où seules les entreprises qui cumulent une série de mauvaises pratiques arrivent à survivre et à gagner des parts de marché. Si on n'a pas de régulation sur le secteur textile, si on n'a pas une loi qui pénalise le modèle de la fast fashion, on va vers un monde
où il ne restera plus sur le secteur que des entreprises aux pratiques délétères pour l'économie française, pour l'environnement, etc. et que tout le reste risque de disparaître. On va vers un environnement où en fait il ne restera plus grand-chose entre le low cost et le luxe. Et c'est déjà en train d'arriver. Aujourd'hui en France, 7 vêtements sur 10 qui sont vendus sont du low cost. Si la première version du texte de cette loi passait, ça aurait plusieurs conséquences. La première, ça mettrait un énorme coup d'arrêt à l'ultra fast fashion. Effectivement, ce modèle d'entreprise serait bloqué parce qu'il ne pourrait plus faire de publicité. Donc on n'aurait plus de publicité pour Shein et Temu, qui est quand même leur levier principal pour acquérir de nouveaux clients. Et ça mettrait un coup de frein aussi au modèle économique de l'ultra fast fashion, puisque avec un système de primes pénalités indexé sur l'impact environnemental des vêtements, ces marques auraient tout intérêt à faire évoluer leurs pratiques, car si elles ne le font pas, elles risquent de payer des pénalités sur leurs vêtements. Donc, ce que permet ce système de bonus-malus indexé sur la fiche environnementale, c'est d'orienter les pratiques de toutes les entreprises. Ça va faire que les grandes enseignes auront plus intérêt à faire du Made in France, plus intérêt à moins inciter à consommer, et de l'autre côté, ça va permettre de soutenir les entreprises qui font déjà des choses bien. Ce que cette loi permet, c'est de remettre un peu de justice dans l'industrie textile et de faire que finalement, ce soit les entreprises les plus vertueuses qui se développent le plus, alors que les entreprises qui font le plus de mal à notre économie, à notre planète, à l'emploi en France, elles se voient plutôt réduire la voilure. À la fin, la question, ce n'est pas de pénaliser des enseignes. La question, c'est d'orienter les marques et les entreprises vers des pratiques qui sont plus justes. Parce que toutes seules, naturellement, elles ne le font pas. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que la première version de ce texte permettait ce changement de paradigme. Or, le texte a été modifié en commission du Sénat et vidé de son contenu. L'interdiction de la publicité a été quasiment supprimée, c'est-à-dire qu'on va interdire la publicité seulement dans certains cas de collaboration commerciale avec les influenceurs. Et les bonus-malus, qui étaient originellement indexés sur l'affichage environnemental, donc un indicateur multicritère, sont dorénavant dans le nouveau texte indexés sur les pratiques industrielles et commerciales des marques. Alors, c'est très bien les pratiques industrielles et commerciales des marques, mais la première chose, c'est qu'elles ne sont pas définies. Donc, en remplaçant un critère défini comme l'affichage environnemental par quelque chose de flou, on retarde en fait l'application de cette loi. Et surtout, il y a un risque qu'elle ne serve à rien. Vous voyez cette note située entre A et E ? C'est ça, l'affichage environnemental. Elle est calculée sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service et permet d'informer les consommateurs sur ses impacts environnementaux. Si vous indexez des primes pénalités sur un critère unique, c'est beaucoup plus facile pour les entreprises de le contourner. Si je dis par exemple, prime pénalité sur le nombre de références qui sont mises sur le marché, à partir de 100 000. Il suffit que les entreprises se mettent à 99 999 pour ne plus être pénalisées par ce système. Au contraire, si vous appuyez les primes pénalités sur un indicateur multicritère, vous forcez les entreprises et les metteurs sur le marché à s'améliorer sur plein de facteurs. Et donc, s'ils veulent avoir une bonne note à cet affichage environnemental, il va falloir qu'ils changent. Alors que dans la formulation qui a été réécrite par le Sénat, on risque d'avoir une loi inefficace et qui manque sa cible. Donc pour nous, l'enjeu, c'est déjà qu'il y ait des sénateurs qui comprennent l'importance de redonner cette ambition à la loi. H&M, pour vous, c'est de l'ultra fast fashion ou c'est de la fast fashion ? C'est peut-être de la fast fashion qui est arrivée à la même époque que Zara, ouais, qui ont créé le concept, j'ai envie de dire, de fast fashion. Zara et H&M, ils sont implantés dans notre pays maintenant depuis de très nombreuses années. Ouais. C'est pas eux. Donc faut pas y toucher. C'est pas eux qui perturbent le marché depuis 2-3 ans avec des pratiques qui sont déloyales, qui sont même pas déloyales, qui sont illégales. Oui, enfin certaines ONG considèrent que c'est quand même aussi dangereux parce qu'ils ne respectent pas des critères environnementaux. Lesquels ? Ce qui s'est passé, c'est que les lobbies de la fast fashion européenne ont fait du chantage à l'emploi. Ils ont dit, regardez, nous on a des magasins, ce qu'il faut c'est pénaliser uniquement Shein et Temu, et surtout, pas un centime ne doit être demandé à la fast fashion française européenne. Et les sénateurs, voyant effectivement toute l'importance que prennent Shein et Temu, se sont dit, oui c'est vrai, ces grandes enseignes, elles créent de l'emploi en France, il ne faut pas les toucher du tout. On peut comprendre ça, sauf que l'argument des lobbies est faux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on pénalise les pratiques de la fast fashion qu'on détruit de l'emploi en France, au contraire. Depuis que la fast fashion est arrivée en France, on a détruit énormément d'emplois dans le commerce. Imaginez, si vous avez un Primark qui s'ouvre à côté de votre ville. Primark, c'est vraiment un espèce d'énorme centre de vente de vêtements où on peut avoir des prix de t-shirts pour enfants à 2 €.
de chaussures à 8 €. Si vous avez un magasin comme ça qui ouvre à côté de votre ville, à votre avis, quelles conséquences ça a sur les autres magasins de vêtements autour? Quelles conséquences ça a sur les commerces de centre-ville? En ne voulant pas réguler la fast fashion française et européenne, on condamne en fait ces commerces et les autres magasins qui ont des pratiques un peu plus vertueuses. Et puis il faut se souvenir quelque chose, la crise du secteur économique textile ne date pas de l'arrivée des plateformes comme Shein et Temu. C'est bien avant qu'elles soient là que le marché a commencé à être tiré par le bas et qu'on a eu une décroissance de l'emploi dans le commerce. C'est bien avant même l'arrivée de la vente en ligne de vêtements. Si on veut sauver l'économie du vêtement en France, il faut réguler l'ensemble du secteur. Il faut faire évoluer l'ensemble du secteur. Moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent interdire ou taxer. Je fais partie des gens qui disent qu'il faut transformer nos modèles, il faut les améliorer, et donc agissons pour cela. Et ne cherchons pas à opposer les uns aux autres. C'est vraiment un réflexe de feignant de considérer que quand il y a un problème, il faut faire une taxe. Et une chose est sûre, c'est qu'il y a quelques années, il y avait une TVA sur les produits de luxe. Ben là, on est en train d'inventer une TVA sur les produits des plus pauvres. Moi, je trouve ça assez dégueulasse. C'est un argument fallacieux de dire que ces primes pénalités sont une taxe sur le vêtement, comme a pu le dire Castaner. Et c'est pas étonnant qu'il le dise ça, puisqu'il travaille pour Shein. Donc, première chose à retenir, c'est que ce n'est pas comme la TVA, c'est pas une taxe qui se met au niveau du vêtement. C'est une prime pénalité appliquée au niveau de l'entreprise. Un peu comme quand Google est condamné par l'Union européenne pour mauvaises pratiques. Bon, est-ce que Google est obligé de répercuter les pénalités qui lui sont infligées par l'Union européenne dans le prix de ses services? Non. C'est la même chose pour les marques de fast fashion françaises et européennes. Elles ne sont pas obligées de répercuter les pénalités dans le prix des vêtements. L'autre manière de ne pas payer ces pénalités, encore une fois, c'est de faire évoluer ces pratiques. Et enfin, la dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce low cost appauvrit la France dans le sens où, pour obtenir des prix aussi bas, on est obligé d'aller faire fabriquer à l'autre bout du monde. On accentue le déficit commercial de la France. Rien que le textile, c'est plusieurs milliards d'euros par an de déficit commercial. Ça veut dire que c'est de l'argent qui sort de France et qui ne rentre pas. Et ça veut dire que la France doit s'endetter pour payer ce déficit commercial. Donc, c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, on peut avoir l'impression de faire une bonne affaire quand on achète un t-shirt de 2 €. Mais ce qu'on croit gagner en tant que consommateur, on le perd en tant que citoyen. Donc le texte, il a été voté à l'unanimité en mars 2024 et la suite du processus, c'est que les sénateurs ont jusqu'au 28 mai pour déposer des amendements qui permettent de redonner au texte son ambition initiale. Ça sera débattu le 2 juin au Sénat et ça sera voté le 10 juin. Je crois que de manière générale, notre manière d'avoir une loi qui soit ambitieuse et à la hauteur, c'est de diffuser le plus possible les informations concernant la fast fashion et la manière de la réguler. Donc je crois que partager cette vidéo, ça aide beaucoup. Et enfin, en tant qu'individu, on peut toujours agir en tant que consommateur et essayer d'acheter moins de vêtements, acheter des vêtements qui soient faits dans des meilleures conditions, en France, en Europe, etc. Mais je crois que là où on doit agir, c'est surtout en tant que citoyen. En tant que citoyen, on doit réclamer des règles qui protègent l'intérêt général, celui de la France et celui de nous, individus citoyens. Donc, encore une fois, c'est le vote, c'est interpeller son sénateur, son député, son maire, les ministres. Vous pouvez interpeller Madame Agnès Pannier-Runacher à l'écologie, vous pouvez interpeller Véronique Louwagie à l'économie et aux petites entreprises, vous pouvez interpeller Éric Lombard, mais vous pouvez interpeller aussi la ministre du Travail, la ministre des Affaires sociales, etc. C'est en faisant pression sur le politique qu'on arrivera à avoir des régulations qui sont à la hauteur des enjeux. La fast fashion et l'ultra fast fashion, dans une mesure encore plus importante, ont des effets néfastes, tout d'abord sur l'environnement. Pour ça, il faut avoir un chiffre en tête, c'est-à-dire qu'entre les années 80 et aujourd'hui, les Français ont doublé leur consommation de vêtements. Or, dans le même temps, la population de la France n'a pas été multipliée par 2. À chaque fois qu'on produit un objet, on pollue, même si on le produit très bien. Produire un vêtement, ça consomme de l'énergie, ça émet des gaz à effet de serre, ça pollue un peu l'eau, ça utilise des ressources naturelles, du coton, de la terre, etc. Donc, en doublant la consommation de vêtements, on a fait exploser les pollutions en tout genre. Pour teindre un vêtement, on utilise de la teinture et ça pollue les eaux usées. Les vêtements sont faits en polyester, qui est un coproduit du pétrole. Donc, pour faire les vêtements en polyester, il faut raffiner du pétrole. Ça relâche des microfibres tout au long de la vie. Environ un quart des vêtements sont faits en coton. Or, le coton, c'est 4% des terres et 10% des pesticides, en particulier l'utilisation des néonicotinoïdes, qui sont des pesticides particulièrement destructeurs de la biodiversité. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que la phase de production
des vêtements a été délocalisé dans des pays qui sont moins disants socialement et économiquement. Il n'y a pas les conditions, en tout cas les règles, qui forcent les entreprises à traiter localement ces pollutions. Si vous faites de la teinture en France, vous êtes obligé de traiter vos eaux usées avant de les relâcher dans un fleuve. Si vous faites ça au Bangladesh, pas forcément, c'est pas obligé. Moi, je me suis rendue au Bangladesh et j'ai pu constater de mes yeux ce que ça implique en fait, quand les entreprises ne sont pas obligées de traiter les pollutions qu'elles génèrent. Depuis les années 80, le prix des vêtements a été en gros divisé par 2 ou par 3. Et pourtant, le budget des Français alloué à l'habillement est resté à peu près le même. Ça veut dire que on n'a pas gagné en pouvoir d'achat. C'est juste qu'avec le même argent, on achète plus de vêtements, on les jette plus vite. Et il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'en France, on achète plus de vêtements que de boîtes de ciseaux. On est passé de l'achat d'un produit durable à un produit jetable. On achète plus de vêtements que de boîtes d'œufs, c'est-à-dire qu'on a un comportement on achète les vêtements, on les casse, on les mange, on les jette. Tu peux voir des vaches en train de paître sur la montagne de déchets. Elles se nourrissent de tissus et de déchets textiles. Les vêtements qui ne trouvent pas preneur au marché deviennent des déchets et n'ont nulle part où aller. Les invendus atterrissent dans des endroits comme celui-là. Sur la partie sociale, j'ai l'impression qu'il y a plus une conscience de ce sujet-là. Depuis l'effondrement du Rana Plaza, on sait que pour obtenir ces vêtements pas chers, ça implique des conditions de travail déplorables, proches du semi-esclavagisme. Ensevelie sous les décombres, Soumia Akhter est retrouvée vivante, mais elle perdra sa jambe. L'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire. Alors, il y a bien sûr les conditions de travail, les horaires à rallonge, l'interdiction de se syndiquer, le harcèlement sexuel et moral dont sont victimes les ouvrières, car c'est surtout des ouvrières dans le textile. Mais si on parle même juste de salaire, le salaire au Bangladesh, c'est autour de 100 € par mois. Et c'est largement insuffisant pour vivre dans ce pays. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça serait l'équivalent de vivre en France et de travailler pour gagner 400 € par mois. La fabrication de nos vêtements produit de la misère là-bas, dans les pays qui fabriquent, et elle a produit du chômage ici. Pour avoir des vêtements pas chers, on a donc délocalisé l'industrie textile. Ça a produit énormément de chômage chez nous. Et en particulier du chômage dans des régions qui ne s'en sont jamais vraiment remises. Roubaix était un centre de production de textile majeur. Les taux de chômage dans cette région sont restés extrêmement forts. Depuis lors, on n'a jamais réussi à compenser ça. Enfin, le dernier problème de la fast fashion, c'est que ce modèle économique est en train d'étouffer le monde de la fripe. C'est-à-dire que les vêtements neufs sont si peu chers qu'ils ne permettent pas à une économie de la seconde main de s'en sortir. Si vous avez acheté un t-shirt 2 € et que vous le donnez à Emmaüs, ils ne pourront pas le revendre dans leur boutique de seconde main. Parce que qui va acheter un t-shirt en seconde main s'il coûte 2 € neuf ? C'est extrêmement important de redonner à cette loi son ambition initiale. Le texte sert les intérêts de la fast fashion. Or, les lois, et en particulier les lois qui sont réécrites par le Sénat, doivent servir l'intérêt général, l'intérêt de la France et l'intérêt économique de la France.